Pendant 3 jours, la population de Goma a manifesté contre la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Cette population a réclamé le départ imminent de cette mission onusienne qu'elle qualifie d'inefficace dans la lutte et la traque de groupes armés et de mouvements terroristes. Des dégâts matériels et de pertes en vies humaines ont été enregistrés. Le gouvernement congolais a condamné les actes de violence et des enquêtes vont être menées pour établir leurs responsabilités. Et puis la mise aux enchères de 27 blocs pétroliers et de 3 blocs pétroliers par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a présidé cette cérémonie solennelle. Voilà le thème autour duquel va tourner cette émission Géopresse que j'ai l'honneur de vous présenter. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission qui a l'honneur de recevoir pour vous Patrick Ilunga, journaliste à Géopolis Forum, à qui je dis bonjour. Bonjour Jojo, bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci. Et aussi Dieudonné Boinali, journaliste à Géopolis Forum, à qui je dis bonjour. Bonjour Jojo Moulamba, bonjour à mes deux co-débatteurs, bonjour aussi à tous nos téléspectateurs qui sont restés fidèles pour suivre cette émission. Ok, merci. Et Fiston Leko, journaliste également économique à Géopolis Forum, à qui je dis bonjour. Bonjour Jojo Moulamba, bonjour à tous les plateaux, mais aussi à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci, c'est un réel plaisir de vous avoir autour de cette plateau pour aborder les différents thèmes annoncés au début de cette émission. Patrick Ilunga, je commence avec vous. Nous avons assisté au début de cette semaine à des manifestations anti-MONUSCO de la part de la population de Goma, en colère exacerbée par tant d'impuissance face à des rebelles appuyés même par le Rwanda. Ces manifestations ont été précédées par des déclarations politiques, ce qui est une première historique depuis 20 ans de la présence de la MONUSCO. Une question se pose, qui a franchi la ligne rouge? Bon, il faut dire que la ligne rouge a été franchie de part et d'autre. D'abord la population, les hommes politiques, mais aussi la MONUSCO. Parce que si vous remontez au 29 juin, je crois, on a vu que la représentante du secrétaire général des Nations Unies au Congo, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a fait des déclarations au niveau du Conseil de sécurité. Bon, des déclarations qui pouvaient être prises dans le sens où elle était en train d'alerter sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Mais c'était quand même étonnant que quelques jours après, Gilmas Mathias, je crois si je n'écorche pas trop le nom du porte-parole de la MONUSCO, qui est revenu dans les médias pour faire des déclarations comme quoi le M23 se comporte comme une armée régulière et que la MONUSCO est incapable de combattre. Je crois, si je ne me trompe pas, Mathias Gilman a même dit que le FRDC n'ont pas la capacité de combattre en face le M23. Alors, je me demande à ce niveau de responsabilité, est-ce que le porte-parole de la MONUSCO ne pouvait pas dire des choses en dehors des micros et des caméras? Par exemple, si c'était vrai. On a même dit que c'était un aveu de chèque de la MONUSCO. Oui, c'était... D'après certaines langues, ouais. Non, en tout cas, moi, quand j'ai suivi ça, le premier mot qui m'est arrivé en tête, c'était un aveu d'impuissance. Comme par hasard, il y a eu aussi le ministre porte-parole du gouvernement qui a dit aussi que c'était un aveu d'impuissance. Du coup, ça a dû réveiller certaines personnalités. Alors, on commençait à se demander, notamment les autorités congolaises commençaient à se demander, mais si vous êtes là et que vous n'êtes pas en mesure de combattre, mais à quoi sert votre présence? Alors, on va dire que c'est un petit peu la conséquence de ces déclarations qui ont amené finalement les Congolais à vouloir maintenant faire partir ces soldats de la MONUSCO par force. Vous avez vu. Donc c'était, on va dire, le premier pas a été franchi par les autorités de la MONUSCO. Les autorités congolaises aussi, peut-être, ils n'ont pas eu le tact nécessaire pour dire des choses. Ils ont dit des choses de manière un peu crue devant la population qui
qui a accumulé des années de frustration, parce que, bon, si vous voyez bien, le contexte même de la création de la MONUSCO, c'est quoi? C'est les années 99, ouais. Où Laurent Désiré Kabila arrive, il chasse Mobutu qui s'en va presque avec son armée, les FAZ, Forces armées zaïroises. Donc, Kabila, en 99, il se retrouve contre ses anciens alliés qui sont devenus des ennemis. Il doit combattre, mais il n'a pas encore une armée régulière formelle. Donc, vous vous rappelez, les différentes armées de l'Afrique australe sont arrivées ici. Donc, ce contexte-là expliquait bien pourquoi et la raison pour laquelle on devait, ou bien la RDC devait faire appel à une armée internationale, notamment on appelait à l'époque la MONUC. Mais après 20 ans après, je ne pense pas qu'en 1999, il y avait autant de groupes armés, par exemple. Aujourd'hui, il y en a plus d'une centaine. Aujourd'hui, les Congolais sont décapités, ce qu'on n'a jamais vu. Parce qu'ici, à Kinshasa, on est un peu dans la distraction. Mais en Ituri, on coupe la tête des gens. On n'avait jamais vu ça. Et ce qui est grave encore, c'est que on ne sait même pas qui coupe, parce que si vous suivez bien les déclarations, bien les communiqués officiels, c'est des présumés ADF, présumés Codeco. Bon, s'il y a une force de 15 000 hommes armés qui n'est même pas en mesure de faire du renseignement pour savoir qui tue réellement, c'est qu'il y a un problème. On doit s'asseoir froidement pour savoir on fait quoi maintenant. Maintenant qu'on est devant une impuissance avérée, parce que bon, on dit que la MONUSCO est là pour accompagner, pour s'interposer. Oui, on veut bien. Mais on se retrouve devant une impuissance comme ça. On fait quoi? On doit s'asseoir pour dire non. Mais le contexte est différent parce que après Laurent Désiré Kabila, il y a eu Joseph Kabila qui a eu le temps de créer une armée. Aujourd'hui, en termes de nombre d'hommes armés, aujourd'hui, on va dire les FARDC sont classés parmi les 10 premières armées en Afrique, voyez-vous, avec plus de 100 000 hommes. Est-ce qu'on a toujours besoin de la MONUSCO qui compte à peu près 15 ou 16 ou 17 000 hommes armés à côté des 100 000 hommes? Donc on doit se poser des questions. Le contexte a changé, l'insécurité va grandissante, mais est-ce qu'on doit continuer avec une stratégie qui ne marche pas? Est-ce qu'on doit continuer avec une stratégie qui ne marche pas? Il faut s'asseoir, puisque le contexte n'est plus le même et on assiste à une impuissance de cette force internationale. Dieudonné Boinali, la population de Goma s'est mise en colère. Le gouvernement a appelé au calme et les actes de violence ont été condamnés. Mais il faut s'asseoir aussi, puisqu'on est face à une situation d'impuissance. Il faut s'asseoir. La MONUSCO a fait plus de 20 ans dans notre pays. Et nous n'avons pas toujours de résultats escomptés. Mais permettez-moi d'abord, avant de glisser un mot sur ce plateau, de présenter d'abord mes condoléances à toutes les familles des victimes et à la nation congolaise, parce que un mort de plus, c'est un mort de trop. Il y a eu quand même des personnes qui sont décédées. On parle des 12 civils, 3 casques bleus des Nations Unies et une soixantaine de blessés. Je remercie mon co-débatteur, le confrère Patrick Ilunga, pour ces tableaux peints sur la situation actuelle de la MONUSCO. Mais nous devons savoir que c'est tout le monde qui sollicite en fait le départ de la MONUSCO. Mais nous devons être prudents. Il ne faut pas que ces départs soient précipités. Le régime Kabila le voulait même. Voilà. Il ne faut pas que ces départs soient précipités. Au même moment que notre armée tentait de grandir en puissance, nous sommes en train de réorganiser notre système de défense et sécuritaire. Nous pouvons négocier les départs échelonnés des contingents des Nations Unies. Parce que si nous poussons le gouvernement, nous la population, à travers nos marches et nos revendications, en suivant les discours des politiciens, on fait un retrait précipité, nous risquons de créer une situation catastrophique. Parce que ceux qui veulent que notre pays soit balkanisé n'attendent que ça, que la situation s'empire davantage. Ils n'ont plus la MONUSCO comme aide militaire ou appui militaire, comme force d'interposition et d'observation. Ils sont restés maintenant seuls.
l'Est de la RDC, c'est un ventre mou, tout le monde le sait. Si aujourd'hui nous demandons à la MONUSCO de partir, nous allons livrer cette partie-là de la République entre les mains des nations et puissances comment je peux dire, envahisseuses qui veulent que cette partie-là de la République soit coupée. La MONUSCO est une protection à la balkanisation. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que la MONUSCO est un mal nécessaire. Moi, je soutiens encore la présence de la MONUSCO pour quelques années, pendant que nous continuons à nous organiser pour avoir une armée qu'on a toujours voulu avoir, une armée comparable à celle qu'on avait à l'époque de Mobutu, du maréchal Mobutu. C'est cette armée-là que nous avons, qui fait peur, une armée dissuasive, organisée sur tous les plans, logistique, matériel, en renseignement, une armée qui allait faire des interventions même à l'extérieur du pays. Vous vous rappelez de l'intervention héroïque des forces armées zaïroises, actuelles forces armées de la République démocratique du Congo, au Tchad et dans beaucoup de pays en Afrique, comme au Rwanda à l'époque d'Abiyarimana. Donc moi, je conseille le départ de la MONUSCO, un départ échelonné et non précipité. La MONUSCO, on peut tout dire. La MONUSCO a fait aussi de bonnes choses. Je suis journaliste économique, j'aime les chiffres. Je vais ajouter à ce que le confrère Patrick a dit en parlant de 16 000 hommes. Il y a 14 000 militaires. Vous avez 660 observateurs militaires et policiers. Vous avez 591 policiers au sein de ces contingents. Vous avez 1050 membres d'unités spéciales de police. Vous avez 3000 militaires de la brigade spéciale qui était arrivée il y a une année ou 2 ans. Vous avez plus de 5000 employés civils. Donc cette force onusienne a créé de l'emploi. Au-delà de ce qu'on peut lui reprocher. C'est $1 milliard qui est dépensé. Voilà, vous avez $1 million qui est injecté dans l'économie. Par jour. Je n'ai pas dit par jour. $1 milliard qui est injecté dans l'économie congolaise. Chaque jour. Vous avez l'appui logistique à la CENI, la centrale électorale, dans l'organisation des différents scrutins que nous avons eu. Nous en avons connu 3. 2006, il y a eu 2011 et puis 2018. Vous êtes sans ignorer que la MONUSCO a des drones, des blindés, des chars, des camions, des hélicoptères et des avions. Des drones qui ne repèrent pas jusque-là les groupes armés et les identifier, ça les localiser. Ça a été relevé par Patrick. Moi, je parle plutôt des avions, des hélicoptères utilisés pour appuyer la CENI en termes de logistique électorale pour la tenue des 3 scrutins que nous avons eus. 2023, c'est demain. Nous aurons encore besoin de cette force onusienne pour l'organisation des élections. La MONUSCO, c'est aussi un appui sécuritaire en escorte des autorités. Il y a des parties de la République qui sont considérées comme des no-man's land, c'est-à-dire des territoires conquis par des groupes armés. Quand nos autorités veulent se déplacer pour aller là-bas, assister la population, mais ils sont escortés par la MONUSCO, ce n'est pas par notre police et par notre armée. Mais aujourd'hui, quand vous demandez le départ de la MONUSCO, vous devez penser aussi à cela. La MONUSCO, c'est le paiement aussi des millions de dollars en termes d'assurance. Parce qu'on a demandé à la Force des Nations Unies de s'assurer localement, au lieu d'aller s'assurer à l'étranger. Vous avez aussi les paiements en termes de loyers, des bâtiments qu'ils louent. Vous avez l'achat des carburants, les paiements des salaires à la main-d'œuvre locale qui a été engagée à la MONUSCO. Donc la MONUSCO a fait aussi des bonnes choses. Mais dans une relation, si vous constatez que les contrats que vous avez, l'accord de siège que vous avez avec les pays, ça ne porte plus les résultats escomptés. C'est-à-dire les résultats attendus sont médiocres par rapport aux moyens dépensés. Moi, je pense, comme l'a dit Patrick, il faut se mettre autour d'une table, dialoguer, repenser à la mission de la MONUSCO, leur donner un nouveau mandat. Parce que partant même de leur appellation MONUSCO, c'est une mission d'observation et d'interposition. La population ne doit pas comprendre par MONUSCO
que c'est une armée dans une armée. S'il y a des insuffisances au niveau de notre armée ne parvient pas à nous protéger, nous devons faire appel à la MONUSCO. Non, c'est une mission d'observation. Mais on accuse la MONUSCO. On accuse aussi la MONUSCO d'être un peu complice. Là, ça s'est dit, on ne le cache pas. On dit qu'elle est complice aussi avec certains groupes armés. Elle laisse faire aussi certains groupes armés. Ça, c'est vrai. Il y a des brebis galaises. Dans toute famille, il y a des bons enfants et aussi des mauvais enfants. On ne peut pas jeter l'opprobre à toute la force onusienne parce que si les 20 000 soldats et que 5 000 civils, il y a 200 ou une centaine qui sont affairistes, qui facilitent le pillage de nos ressources naturelles. Et pour dire que cette mission a échoué, cette mission n'a rien fait. Pensez à l'absence de la MONUSCO à l'est du pays, comment la situation allait se trouver. Les décors qu'on allait avoir à l'est du pays sans la présence de la MONUSCO. Je ne dis pas que la MONUSCO, c'est une organisation parfaite, une institution saine. Il y a quand même des ratés au niveau, sur le plan organisationnel, logistique. Il y a aussi l'absence de discipline. Moi, je vois comme s'il n'y a pas de sanctions au sein de la force des Nations Unies parce qu'il y a des viols qui sont documentés. Il y a des casques bleus qui sont cités même dans certains dossiers, des facilitations ou bien des pillages des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Mais ils ne sont pas sanctionnés. Moi, j'aurais aimé que même leur pays puisse les rappeler. On a déjà vu dans d'autres missions des Nations Unies à travers le monde, quand votre force que vous avez envoyée en Centrafrique, au Congo... C'est comme la nôtre en République centrafricaine a été rappelée aussi. Notre force a été rappelée parce que certains policiers et militaires ont été cités dans certains méfaits ou sales besognes. Dans des cas de viol, ouais. La République étant responsable, c'est dit, bon, rappelons simplement nos forces. Pourquoi pas les autres États qui ont des forces au sein de la MONUSCO ne peuvent pas les faire? Les militaires, certains sont devenus des commerçants, c'est des facilitateurs des pierres, des minéraux. D'accord, Dieudonné Bonali, je vais donner la parole à Fiston Leko. Fiston Leko, on s'y retrouve face à une situation, en tout cas, qui met en mal vraiment la situation sécuritaire du pays. La population des Goma s'est mobilisée comme un seul homme. Il n'y a pas que la population de Goma, on vira dans d'autres coins aussi de la province du Nord Kivu, une province d'ailleurs sous état de siège. Elle est administrée actuellement par un gouvernement militaire, mais il faut s'asseoir aujourd'hui pour qu'une solution soit trouvée et une nouvelle stratégie soit mise en place pour que les mandats de la MONUSCO soient encore plus efficaces afin de permettre le pays de se stabiliser. Quelle lecture faites-vous? Merci beaucoup pour la parole de Joe Moulamba, et j'ai écouté mes deux estimés confrères et mes aînés qui m'ont précédé dans la parole. Vous savez, c'est toujours difficile de prendre la parole après ceux qui ont envie d'être élevés. Bon, ce n'est pas le cas ou le sujet du débat aujourd'hui, mais il faut replacer les choses dans leur contexte. Nous parlons de l'insécurité à l'est du pays. Nous parlons d'un cycle infernal qui a duré 25 ans dans notre pays. Aujourd'hui, nous sommes incapables même de récupérer Bunagana. Nous sommes au-delà de 30 jours. Nous sommes à plus d'un mois que une partie importante de la République démocratique du Congo est tenue entre les mains d'un groupe rebelle. Terroriste. Aujourd'hui, le gouvernement parle de terroristes, mais là aussi, c'est une question internationale. Il faut que les instances internationales puissent les confirmer si réellement le M23 est un groupe terroriste. Donc, il se pose un réel problème. Est-ce que nous allons laisser les forces onusiennes en République démocratique du Congo parce que simplement ils escortent nos autorités dans des coins qui sont non contrôlés par l'État congolais? C'est-à-dire, ça, c'est avouer doublement l'échec de notre pays. Nous sommes un pays, un État souverain. Depuis 1960, nous sommes un pays qui peut prendre des décisions, qui peut décider par lui-même. Donc, on ne peut pas continuer à se cacher derrière les forces internationales pour dire qu'ils doivent rester là parce qu'ils nous facilitent la tâche dans l'organisation des élections. Pendant ces temps, il faut dire que, 1, l'insécurité continue. 2, la République démocratique du Congo dépense de l'argent pour ça. Depuis, je lisais même une étude comme ça,
publié dans un article de presse, depuis l'installation MONUC et MONUSCO jusqu'à aujourd'hui, on parle de déjà 20 milliards qui ont été dépensés. 20 milliards qui ont été dépensés. Est-ce qu'on ne pouvait pas construire des routes? Est-ce qu'on ne pouvait pas monter? Parce que l'un des facteurs des poches d'insécurité dans notre pays, c'est aussi cette manque de modernisation qu'il y a dans certains coins et qui ne permettent pas les forces armées de la République démocratique du Congo d'établir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Donc, il y a un problème. Le problème est réel. L'insécurité persiste, l'insécurité continue. Moi, je crois qu'il faut peut-être changer la mission de la MONUSCO. La MONUSCO n'est pas ici pour faire l'économie. La MONUSCO n'est pas ici pour nous louer des maisons. Non. La mission première de la MONUSCO, aujourd'hui, nous sommes au niveau de la stabilisation. Si vous lisez même le mandat, parce qu'on a donné un nouveau mandat. Mais pas aussi là pour faire la guerre. Je n'ai pas encore parlé de la guerre jusque-là. Si vous lisez le mandat de la MONUSCO, qui court du 20 décembre 2021 à 2022, on parle de la possibilité pour les forces onusiennes de pouvoir assurer la protection des civils et de leurs biens. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se regarder en face et se dire que la MONUSCO protège les populations et leurs biens? Je crois bien que la réponse sera ici à l'unanimité, non. Donc il se pose ces problèmes-là. Aujourd'hui, pourra dire le contraire peut-être. Oui, mais ce qui a encore ajouté un peu du poudre sur le feu, c'est que la MONUSCO ne se déclare pas seulement incapable de sécuriser la population, mais projette aussi cette incapacité au FARDC. Nous sommes dans une situation où nous sommes en guerre, une guerre réelle. Les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo sont au front. Déjà, au niveau interne, il faut faire attention à nos propos parce que ça peut démobiliser la MONUSCO. La MONUSCO, quand on parle de la MONUSCO, on voit les conseils de sécurité parce que c'est les conseils de sécurité qui donnent le mandat à la MONUSCO. Oui. Et la MONUSCO, le conseil de sécurité, c'est l'ensemble des forces qui dirigent le monde aujourd'hui. Et ils se déclarent incompétentes de combattre ou soit de sécuriser la population face à un groupe armé, de surcroît terroriste, soutenu par le Rwanda. Et il dit qu'une force loyaliste, une force régulière, elle aussi ne peut pas sécuriser. Vous voyez les conséquences de ce que ça fait, même pas seulement au niveau de l'armée, mais au niveau de la population. C'est-à-dire que nous sommes à côté des gens qui nous disent qu'ils peuvent nous protéger. En réalité, ils sont incapables. D'où le ras-le-bol. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Il y a le gouvernement qui a évalué les dégâts causés après la manifestation et a réitéré l'appel au calme de la population. Est-ce que cela suffit? Puisque d'ailleurs pour le gouvernement, la MONUSCO n'est pas l'ennemi de la population, n'est pas l'ennemi de l'État congolais. L'ennemi c'est le M23. Mais nous sommes dans une situation où il faut comprendre que c'est une colère exprimée. Il faut rester calme. Pardon? Il faut rester calme comme... Non, on ne peut pas rester calme. Nous sommes dans un cadre institutionnel et l'État congolais ne peut pas croiser les bras et dire encourager les violences. Non, nous ne sommes pas quand même dans la jungle, nous sommes dans un État organisé. Mais de l'autre côté, il y a aussi un problème de communication. La MONUSCO, déjà, en disant cela au niveau du Conseil de sécurité, M. Patrick a parlé aussi d'une intervention du porte-parole de la MONUSCO au niveau des RFI, on parle d'une chaîne internationale, il y a un problème de communication. Quand vous déclarez ça, ça pose un problème. De l'autre côté, il faut dire que en ce moment, nous sommes dans une phase où il y a l'application d'un plan de transition. C'est-à-dire que nous sommes en train d'assister à un processus de rapatriement échelonné des forces onusiennes. Et il n'y a pas vraiment une communication qui se fait dans ce genre-là, parce qu'au moment où nous parlons, à Tanganyika, il n'y a plus d'efforts. On ne peut plus parler des forces onusiennes à ce point-là, dans ce coin-là de la République. Et quant aux forces ou quant aux provinces de Nord, Sud et Ituri, Nord et Sud Kivu et Ituri, il faut communiquer à la population sincèrement qu'est-ce qui se passe. Nous sommes à quel point? C'est ce qui s'est fait. À quand est-ce que cette force va aller? Mais cela ne déroge pas le gouvernement à sa responsabilité de pouvoir sécuriser les populations, parce que c'est le rôle premier d'un État. L'État est d'abord gendarme. On ne peut pas se voiler la face, on ne peut pas se cacher derrière les forces onusiennes pour continuer à être sécurisé. Déjà, il faut dire que la MONUSCO ou les forces de l'ONU, les forces de maintien de la paix, n'ont réussi
à mater aucun groupe dans le monde. Le problème s'est posé au Rwanda avec le MINUAR, les forces des missions onusiennes pour l'assistance. En 1993, le génocide rwandais s'est passé aux yeux des forces onusiennes. Le même problème se pose aussi au niveau du Mali. Il y a même des manifestations des populations qui réclament aussi le départ des la MINUSCA. Donc la RDC doit s'asseoir réellement avec le Conseil de sécurité, je peux le dire, parce que c'est lui qui décide, savoir qu'est-ce que la MONUSCO peut faire pour pacifier la RDC. S'il va rester dans la logistique, comme l'a dit M. Dieudonné, qu'elle reste dans la logistique pour nous accompagner à organiser les élections. Et qu'on ne peut pas, pour organiser les élections avec la logistique, avoir 14 000 et des milliards de dollars pour ces missions-là. Ça, c'est vraiment insignifiant. C'est vraiment insignifiant. Aucune force onusienne n'a jamais réussi à mater des groupes rebelles dans un pays où elle est en mission. Mais Patrick Ilunga, 20 ans déjà, depuis que la MONUSCO est la mission des Nations Unies et en République démocratique du Congo, mais la partie est du pays demeure toujours le ventre mou des groupes rebelles. Quelles sont les causes? Sont-elles d'ordre économique, politique, sociologique? Bon, je crois qu'il faut d'abord rectifier, c'est plus de 20 ans. On court vers la 23e année avec la MONUSCO. Bon, à mon avis, les causes... Bon, je vais arriver aux causes, oui, selon moi. Mais il faut placer peut-être une lecture des gens qui ont fait les relations internationales pour comprendre ce que je veux dire actuellement. À mon avis, le Congo doit avoir la lecture du réalisme. Hein? Vous savez, l'école de pensée réaliste. C'est que, bon, qui a été mise en place par des gens comme des Thomas Hobbes, par exemple. Pour eux, par exemple, ils disaient qu'entre les nations, les relations sont anarchiques. Donc, si vous voulez être respecté, soyez fort. Pour eux, ils disent c'est la force qui fait le droit. Donc, on ne peut pas espérer avoir la paix en ayant, par exemple, les yeux grandement ouverts regardant le Conseil de sécurité, par exemple, bien l'ONU. Parce que ceux qui sont à l'ONU, ceux qui sont les grands décideurs, par exemple, au Conseil de sécurité, les membres permanents, ils sont aussi instigateurs de beaucoup de guerres. Depuis 1920, où la Société des Nations avait été mise en place, combien de guerres ont été fomentées par eux aussi? Donc, l'État congolais ne doit pas regarder le Conseil de sécurité pour dire « venez nous sécuriser ». Non, on doit être en mesure de sécuriser notre pays, nos frontières. Vous espérez avoir quelque chose de la MONUSCO. Ça m'étonne, parce que pendant qu'on parle ici, il y a même une partie du Sénat américain qui a désigné effectivement le Rwanda comme agresseur. Mais est-ce que vous avez entendu la MONUSCO dire ça clairement? Non, elle n'a pas dit. Elle dit qu'elle n'a pas de preuves, elle n'a rien trouvé, tout ça. Mais il y a aussi, par exemple, Human Rights Watch, qui est une ONG qui n'est pas du Congo, qui n'est pas même africaine, qui a désigné le Rwanda comme agresseur, qui a dit... Mais la MONUSCO n'a même pas décrié ça, n'a même pas dénoncé le Rwanda. Voyez-vous? Et puis, une autre histoire des questions de viol, par exemple. Comment expliquer, bon, c'est une question qui est parfois minimisée, comment expliquer déplacer 20 000 gaillards de leur pays ici sans penser à leur sexualité pendant des années? C'est pas exposer nos filles? Donc, je crois que toutes ces questions-là ne sont pas à négliger. Maintenant, parlons des causes. La première des causes, à mon avis, c'est l'absence de l'État. Parce que l'État n'existe pas. En termes de... Vous avez certainement entendu parler de... Sur toute l'étendue Non, je vais arriver. Vous avez peut-être entendu parler du rapport de la commission spéciale du Parlement qui a fait des annotations ou bien de recommandations pour dire il y a des endroits où il n'y a aucun soldat, par exemple. Inexistence de l'État. Ça, c'est un. La deuxième chose, depuis toujours, ceux qui ont fait les relations internationales vous diront, par exemple, que la cause des guerres, c'est aussi chaque État ou bien chaque organisation veut s'accaparer des richesses. Maintenant, vous vous retrouvez dans un pays où il y a une multitude de richesses, avec les technologies qui arrivent, les technologies de téléphonie et industrie, tout ça. Mais
vous n'êtes pas en mesure de sécuriser ces endroits-là, donc vous laissez libre cours à tous ceux qui arrivent pour piller. C'est la grande cause de l'insécurité. Parce que même les rapports de l'ONU ont dit, au-delà du fait qu'il y a des communautés qui se protègent entre eux, parce qu'il y a des milices ou bien des groupes armés qui sont là que pour protéger leur communauté à l'est. Oui, oui. Mais au-delà... Les Maï et tout ça. Les Maï, les Nyatura, même les Codeco par exemple. Les Codeco ont commencé à tuer, bon, on ne sait pas comment, mais à la base, c'était des groupes pour faire face. Il y a toujours eu le conflit Ema-Lendu. Voyez-vous, même le groupe Zaïre, il y a une multitude de groupes, mais qui, en fait, au fil du temps, ont commencé à exploiter de manière illégale toutes les richesses. Donc, je crois que l'absence de l'État et la présence de richesses qui n'est pas protégée par l'État, c'est la grande cause de l'insécurité, à mon avis. Oui, l'exploitation illégale de richesses naturelles, donc de minerais de la République démocratique du Congo, c'est une des grandes causes de la situation d'insécurité dans laquelle vit la population de l'Est du pays. Dieudonné Boanali, comment mettre fin à cette situation? Comment résoudre les conséquences causées par cette situation? Bon, parmi les solutions, il y a... Quelqu'un parlait tout à l'heure ici des dialogues. Il faut un dialogue franc entre la République démocratique du Congo et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Voulais-je dire la communauté internationale, parce que la MONUSCO n'est que une force envoyée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Deuxièmement, comme ça a été relevé par mon confrère Patrick Ilunga, il a dit tout à l'heure qu'il y a l'absence d'administration des policiers, des militaires et de tous les autres services de sécurité dans certains coins et recoins de la République. Je pense qu'il faut réviser la cartographie du déploiement de notre administration et de nos forces de sécurité et de défense et toute l'étendue du territoire national. Il faut mettre des policiers et des militaires là où il n'y en a pas. Troisièmement, je pense si nous avons refusé de dialoguer avec les M23, que le gouvernement a qualifié de groupe terroriste parce qu'il répondant à toutes les caractéristiques d'un mouvement terroriste, je pense que cette décision ne peut pas nous empêcher de dialoguer avec des groupes armés locaux, composés de Congolais, dirigés par des Congolais. J'apprécie la diplomatie du chef de l'État, mais la même diplomatie, l'État, c'est aussi dans ce démembrement. Nous avons des gouverneurs, nous avons des administrateurs du territoire. Ils peuvent continuer le travail fait à l'international et au niveau bilatéral et multilatéral par les chefs de l'État. Félix Tshisekedi, eux aussi, continuent cette stratégie-là. Nous dialoguons avec nos propres groupes armés pour essayer de ramener la paix. Autre chose, il faut exploiter nos richesses naturelles. D'ailleurs, c'est le deuxième sujet de cette émission. Exploiter nos richesses naturelles que nous avons laissées totalement à l'abandon dans ces coins de la République. Donner aussi du travail à la main-d'œuvre locale bon marché. Parce que si ces mouvements-là viennent avec, les leaders de ces mouvements-là viennent avec un petit billet de 50-100 $ pour proposer aux jeunes, afin de les recruter dans les groupes armés, et ces jeunes-là n'hésitent pas à entrer dans ces groupes parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Il faut donner du travail à la jeunesse. Ça va les dissuader à ne plus aller combattre dans les groupes armés pour des maudiques récompenses ou maigres salaires et puis au péril de leur vie. Voilà ce que je propose comme solution. Merci pour cette proposition, Fiston Leko. Vous répondez à la même question. Il faut revoir la cartographie aussi du déploiement de forces de défense et de sécurité dans le pays, ce qui pourra aussi aider à mettre fin à l'insécurité dans cette partie du pays. Oui, merci beaucoup. Je vous dis, avant de répondre à votre question, et qui est une belle question, j'ai voulu d'abord revenir aussi, ajouter quelque chose par rapport aux causes. Quand on parle de causes, on voit aussi cette arrivée, là il faut qu'on se le dise franchement, cette arrivée la présence des États-Unis au niveau de la partie est africaine. Quand vous voyez le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, avant c'était le président français qui collaborait bien avec Mobutu et Habyarimana, j'ai vu Jacques Chirac, si je m'abuse. François Mitterrand. François Mitterrand, à l'époque.
Et après, Jacques Chirac par après, c'est lui à qui Mobutu avait envoyé la lettre en 1996 ou 1997 comme ça. Donc vous allez comprendre qu'en ce moment-là, l'Afrique, ou cette partie-là, il y avait un peu d'accalmie, bien qu'il y avait aussi des poches d'insécurité en ce moment-là. Mais après, justement, surtout le cas de la République démocratique du Congo, après justement les génocides, avec l'entrée des réfugiés Hutus dans la République démocratique du Congo, c'est à partir de ce moment-là, à 1994, jusqu'à ce moment ici, nous constatons vraiment, et le Congo, nous sommes rendus compte qu'il y avait vraiment l'absence d'autorité de l'État dans beaucoup de coins. Parce que après ces moments-là, c'est après ces moments-là que nous avons perdu 2 chefs d'État de la République démocratique du Congo. Tout ça ne venait que de l'Est de la République démocratique, de l'Est de la RDC, mais aussi par des forces étrangères, comme j'ai cité notamment les grandes puissances de ce monde. Bon, répondre à votre question, la solution, si vous voyez dans tous les pays qui sont aujourd'hui puissants au monde, ils sont aussi puissants économiquement. Puissants, surtout au niveau de la défense, ils sont aussi puissants économiquement. Aujourd'hui même, l'Angola, il est plus ou moins craint au niveau de l'Afrique, généralement au niveau de la zone Afrique centrale. De la sous-région, oui. C'est parce que, économiquement, au niveau de la sous-région, l'Angola commence ou valent quelque chose. Aujourd'hui, l'Angola a des budgets de 32 milliards de dollars américains. Quand vous avez un budget de 32 milliards de dollars américains par an, vous pouvez même allouer 5 milliards à l'armée et vous pouvez bien évidemment essayer un peu de corser encore votre force de défense. Et le combat que nous devons mener en tant que Congolais, c'est d'abord voir aussi comment améliorer notre situation économique. Et en ce moment-là, nous allons vraiment allouer beaucoup de moyens et conséquemment, surtout que nous avons un pays continent avec ses 2 345 000 km². Quand nous allouons beaucoup de moyens à ce secteur-là de défense qui est vital, parce que les États, c'est d'abord sa capacité à défendre son intégrité territoriale. Quand nous arrivons, bien évidemment, à allouer beaucoup de moyens dans ce secteur de la défense, et moi je crois que nous aurons même la force de dissuasion, nos voisins auront vraiment à nous craindre et nous serons vraiment respectés de manière un peu à la hauteur de notre grandeur. Il faut développer l'économie du pays, il faut investir dans le secteur productif et des secteurs porteurs de croissance. Voilà, c'est cette proposition qui va nous introduire dans notre deuxième sujet. Il s'agit de la mise aux enchères de 27 blocs pétroliers et de 3 blocs gaziers. Le président de la République a lancé cet appel d'offres international. C'était ici à Kinshasa. Dieudonné Boinali, vous avez suivi cet événement de près. Comment peut-on considérer cet événement qui, malgré les critiques acerbes formulées par les ONG œuvrant dans le secteur gouvernemental, mais le gouvernement a tenu mordicus de lancer cette activité? Je pense c'est un message que je dois lancer aux ONG internationales, Greenpeace, WWF, vous avez ICN et j'en passe. Ces pays appartiennent aux Congolais. Les richesses naturelles que Dieu a mis ici au Congo, c'est pour les Congolais. C'est à nous de décider de leur destinée. Dans leurs déclarations, dans leurs différents communiqués, elles donnent, ces ONG, l'impression, c'est comme si nous sommes insouciants de l'environnement, de l'écologie, et qu'en voulant exploiter nos richesses naturelles, nous allons tuer on va s'autodétruire. Voilà, on va s'autodétruire, on va tuer l'environnement. Et pourtant, ce sont les pays d'origine de ces ONG qui sont à la base du réchauffement climatique et de la prolifération du gaz à effet de serre. Ce sont eux qui polluent et nous devons payer pour leur pollution. Et pourtant, il y a un principe qui dit il y a un principe de pollueur-payeur. Donc c'est à eux de payer pour la pollution, ce n'est pas à nous de payer. On ne peut pas nous empêcher de nous développer quand nous voulons passer par l'exploitation de nos richesses naturelles, dont le pétrole, pour arriver au développement. Voilà, nous avons tous suivi le lancement officiel des appels d'offres internationaux pour l'exploitation de notre bassin sédimentaire, riche en hydrocarbures et gaz. En effet, il s'agit de
30 blocs pétroliers. 27 blocs pétroliers, voulais-je dire, dont 3 gaziers, ce qui fait au total 30. Dans les 27 blocs pétroliers, vous avez 2 blocs restitués par les milliardaires Dan Gettler et toutes ces entreprises à l'État congolais. Ce qui fait au total 27 blocs pétroliers. Et ces 27 blocs pétroliers sont répartis à travers les différentes régions du pays. Vous avez dans les bassins côtiers, 9 dans la cuvette centrale, 11 dans les grabens du lac Tanganyika et 4 dans les grabens Albertine. Les 3 blocs gaziers sont situés dans les lacs Kivu. Maintenant, l'enjeu, c'est quoi? Vous vous souvenez du discours d'investiture du Premier ministre Sama Lukonde en avril dernier à l'Assemblée nationale. Et il voulait en fait, lors de ce discours, solliciter les votes et l'investiture de son gouvernement. Le Premier ministre Sama Lukonde s'était fixé comme objectif en 3 ans d'arriver à un budget cumulé de 36 milliards de dollars. Il avait même expliqué comment ce budget va aller en grandissant, en augmentant. Et parmi les stratégies, il avait parlé du reliquat des contrats chinois. Il avait parlé aussi de la vente ou de l'attribution, du lancement des appels d'offres pour l'attribution des blocs pétroliers, qui va générer par an pour la première année 1,3 milliard de dollars américains. Et en ce qui concerne l'exploitation du pétrole en République démocratique du Congo, nous devons savoir que l'exploitation a commencé en 1974, l'année qui a coïncidé avec les combats du siècle Mohamed Ali Foreman. Et depuis 1974, notre production se situe toujours autour de 25 000 barils jour. Ça a même diminué. Dans les discours du chef de l'État, on a parlé même de 23 000 barils jour. Et pourtant, nous sommes restés avec 80% du potentiel en hydrocarbures et gazier qui n'a jamais été exploité. Nous n'exploitons que 15% du potentiel. Et ça a été dit par les PR5. Maintenant, l'ambition est de lancer des appels d'offres, d'ouvrir un peu des chantiers pétroliers sur toute l'étendue du territoire national pour donner d'autres moyens à l'État pour faire face à ces dépenses de souveraineté. Je vous donne un exemple. L'Angola, rien que pour l'exploitation de son gaz, tire 850 millions de dollars par an, chaque année. Mais en République démocratique du Congo, avec le gaz méthane que nous avons enfoui dans les fonds marins du lac Kivu, on n'a jamais exploité même 1 mètre cube de gaz. Donc nous perdons beaucoup d'argent comme ça en ne voulant pas exploiter notre potentiel gazier dont les fonds marins étaient divisés en 3 blocs. Voilà un peu comment... mais le secteur, c'est aussi un secteur porteur de croissance. Si nous arrivons à exploiter ce secteur, nous pouvons même doubler notre budget, voire même les tripler. Parce que nous avons la même nappe comparée au Congo-Brazzaville et à l'Angola. Et nous avons Gabon, tout ça, Voilà, nous avons la même nappe pour exploiter. Parce que le Congo central, c'est non loin des Pointes-Noires, c'est non loin des Soyo en Angola, des Cabinda. Comment de l'autre côté, quand vous traversez les cours d'eau, le fleuve Congo et l'océan, ils exploitent le pétrole. Et chez nous, on parle de 25 000 barils. De l'autre côté, il y a des millions de barils. C'est inconcevable. C'est inconcevable, Fiston Leko. Avec ce secteur, le gouvernement congolais ou l'État congolais peut arriver à doubler même ses recettes au niveau du trésor public. Moi, je vais aller même plus loin. L'État congolais peut même quadrupler son budget actuel. On peut aller même jusqu'à 40%. Parce que à 400% de la production actuelle, parce qu'il faut que nous arrivions à nous figurer que nous avons un potentiel pétrolier gazier qui est plus que l'Angola, plus que le Congo-Brazzaville, plus que l'Ouganda. Et parlons de l'exploitation des pétroles. L'enjeu aujourd'hui, c'est aussi, par exemple, dans les grabens à Albertine, nous partageons le même bloc, certains blocs avec l'Ouganda. Mais actuellement, l'Ouganda pompe déjà. Et c'est le même bassin. Quand l'Ouganda va aller progressivement ou va encore augmenter sa capacité à tirer le pétrole de ces bassins-là, c'est un même bassin. Là-bas, en bas, il n'y a pas de frontière. Et c'est la RDC qui perd. C'est le même cas avec le Cabinda.
des cabines là-bas, l'Angola tire de pétrole, où on accuse même les cabines d'avoir exploité ou extraire nos pétroles bruts. C'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, c'est la même nappe. Oui, c'est la même nappe. Donc, ça dit quand l'Angola tire et jusqu'à ce que ça va vider et nous n'allons avoir que nos larmes pour pleurer. Donc, nous avons vraiment intérêt à pouvoir exploiter notre pétrole parce que vous savez aussi que le monde où nous sommes en pleine transition énergétique. À bientôt, la capacité même de la demande de pétrole sera essentiellement, substantiellement réduite parce que nos véhicules, nos engins n'auront plus besoin de produits pétroliers pour rouler. La RDC, moi je l'ai toujours dit, je me demande mais pourquoi on n'exploite pas notre pétrole. On parle des aires protégées. La RDC a déjà livré, si je peux employer le terme, 13% de son territoire national au profit des aires protégées. C'est-à-dire que ce sont des aires qu'on ne peut pas toucher. Mais aller au-delà de ça, demander à la RDC de ne pas exploiter même ces pétroles qui se retrouvent dans des zones où ce ne sont pas des aires protégées, ça c'est trop demandé à la RDC. On ne peut pas continuer à payer les pots cassés de la destruction des autres. Nous aussi, nous sommes un État. Nous avons aussi ce besoin-là de pouvoir se développer comme d'autres États. C'est subvenir à nos besoins. On a parlé ici de la question sécuritaire. C'est aussi une question qui demande que l'économie soit forte. Nous avons besoin de diversifier notre économie et nous allons partir que de nos ressources naturelles pour arriver à diversifier cette économie. Le pétrole en RDC, c'est plus de 20 milliards de barils. Quand on prend un seul baril de pétrole sur le marché international, c'est autour de plus de 130 $ américains. Imaginez. J'invite même les téléspectateurs à faire le calcul. Donc, c'est le moment aujourd'hui pour la République démocratique du Congo d'exploiter aussi ses ressources naturelles. On compte, le président de la République l'a dit, 85% des ressources pétrolières et gazières ne sont pas exploitées. On n'a que 15%. Patrick Ilunga, vous épousez ces points de vue? Bon, d'abord, quand vous voyez une ONG comme Greenpeace, par exemple, vouloir faire des injonctions à un État qui est indépendant et souverain, ça pose problème. On est en plein vraiment dans ce qu'on appelle le néocolonialisme. Parce que Greenpeace, par exemple, c'est une ONG européenne, de l'Angleterre, je crois, si je ne me trompe pas. Mais est-ce que Greenpeace peut avoir le courage de dire aux États-Unis, qui est le plus grand producteur de pétrole, plus grand consommateur, et les grands pollueurs comme la Chine, Greenpeace peut avoir le courage de leur dire ça? Parce que, bon, aujourd'hui, la RDC a l'ambition d'arriver même à 200 000 barils de produits, on va dire 200 000 barils qu'il veut produire par jour. C'est une bonne ambition. Au niveau international, aujourd'hui, le système international, ce n'est pas que les États qui jouent, qui sont acteurs, même les ONG internationales. Donc, moi, je crois que ces ONG-là sont, on va dire, le bras séculier des États occidentaux pour dominer les autres. Parce que, voilà. Donc, quand vous voyez, par exemple, tous les accords qu'il y a eu avant, Greenpeace se plaint, par exemple, qui dit, mais comment fait-il que le président Tshisekedi vient de signer un accord pour avoir 500 millions de dollars pour la protection de l'environnement, biodiversité et consorts? Mais non, c'est un reniement aux accords internationaux. Moi, je dis non. Parce que quand vous regardez, par exemple, ce qui avait été décidé à la COP 21, par exemple, il fallait mettre en place un fonds, chaque année, récolter 100 milliards de dollars par les pays riches pour donner aux pays pauvres, aux pays qui sont plus vulnérables. Entre autres, la RDC ou bien tous ces pays du bassin du Congo, parce que eux, c'est nous qui faisons un peu l'équilibre. Eux, ils polluent. Nous, avec nos forêts, tout ça, voilà. On protège. On protège. Donc, il fallait cet équilibre-là. Mais depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, les 100 milliards de dollars, qui en ont bénéficié? Personne. Même les fonds verts pour la protection du climat. Est-ce qu'on a vu ça? Donc, je crois que c'est un problème de souveraineté. La RDC ne doit pas courber les chines devant les injonctions des ONG internationales. Voilà. Merci Patrick Ilunga. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le temps
hein. À la télé, il faut le respecter. On pouvait bien continuer avec ce sujet qui est trop intéressant. Mais je vous dis merci, cher invité, Patrick Ilunga, fiston Leko. Merci aussi de l'invitation. Dieudonné Boanali, aussi à l'équipe technique, Orman Monsantou, Eric Mpongwe, Giscard Tamba et Stanis Samba. Et à vous, chers fidèles téléspectateurs, je vous laisse suivre le programme de Géopolis Télévision et à la prochaine avec Géopresse.